Good morning, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour. Yesterday, I prepared my notes. En préparant mes quelques commentaires hier, et j'ai même lu mon texte, il prend exactement 11 minutes, donc pardonnez-moi, mais je vais parler 11 minutes pour vous faire part de mon avis sur quelques-unes des questions stratégiques qui se posent en Asie du Sud-Est. Et je vais le faire dans un sens large. J'espère pouvoir contribuer à la discussion également sur la gouvernance politique. Car pourquoi est-ce que le monde se concentre maintenant sur une situation aussi explosive que le Proche-Orient et les régions de l'Afghanistan et du Pakistan? Eh bien, la vision en Asie subit une transformation stratégique qui pourrait avoir des répercussions sur la situation de notre monde, qu'il faut également considérer lorsque nous discutons de cette gouvernance globale. La caractéristique dominante en Asie pendant la guerre froide, rappelez-vous, était donc basée sur cette bipolarité entre l'URSS et les États-Unis. L'Asie, cependant, connaissait une structure tripartite et la Chine est venue s'ajouter donc à cette bipolarité. Et pendant cette période, il y a eu plusieurs conflits armés. Il y a eu la guerre de Corée où les États-Unis et la Chine se sont affrontés. Ensuite, la guerre du Vietnam entre les États-Unis et le Vietnam. Et également l'invasion du Cambodge par le Vietnam suite à l'invasion de la Chine du Vietnam par la Chine. Pardon. Et on a donc réalisé que la Chine participait directement ou indirectement à chacun de ces conflits. Et il faut donc comprendre que l'un des sujets stratégiques de la situation de l'Asie après la Deuxième Guerre mondiale consistait toujours dans le positionnement de la Chine dans la communauté internationale. Ensuite, après l'expérience douloureuse de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont opté pour une stratégie de stabilisation dans la région, et tout en exerçant sa propre influence dans la région par la présence de sa 7e flotte et des accords portant sur la sécurité avec le Japon, la Corée. Et il ne fait aucun doute que cette présence américaine navale a constitué la toile de fond du développement de l'ASEAN, donc l'association des 10 pays de l'Asie du Sud-Est, et la coopération régionale. Compte tenu de la situation stratégique de cette région, j'aimerais encore mentionner deux faits concernant des changements qui sont intervenus dans cette région depuis la fin de la guerre froide, et plus particulièrement dans ce contexte de la mondialisation. J'aimerais dire que les problèmes liés à la sécurité de type traditionnel, à savoir la division entre le Nord et le Sud, je parle de la Corée, et le développement nucléaire de la Corée du Nord, reste un sujet potentiellement explosif et qu'il faudra traiter avec urgence. Cependant, dans mes quelques observations aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur les points qui ont changé, qui ont évolué depuis la fin de la guerre froide. Alors, tout d'abord, je parlerai de la Chine. La Chine est devenue une puissance mondiale maintenant. Et ensuite, l'Inde, une autre puissance émergente, a également commencé à peser sur la sécurité en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est, pardon. Et ensuite, la vision défendue par la Russie suite à la fin de la guerre froide doit également être considérée, encore que son influence est réduite dans le Pacifique en raison du développement économique en Sibérie. La Chine doit on pense que la Chine va dépasser le Japon en termes économiques et donc se positionner en deuxième place après les États-Unis. Et la Chine n'a pas seulement su développer sa puissance économique, mais continue à le faire et prête également assistance à de nombreux autres pays de la région. Un éminent philosophe disait une fois que lorsqu'une nouvelle puissance émergeait,
Il fallait réaligner les relations de tout un chacun et dans la région qui entoure cette nouvelle puissance. Il suffit de prendre l'exemple de l'Europe du 19e siècle. Napoléon, Bismarck, ce sont d'excellents exemples dans ce sens, comme l'est la Chine de nos jours. Et de nombreuses discussions se sont déroulées sur les implications mondiales du rôle de la Chine. Or, en dehors de cette région, on ne connaît pas très bien les conclusions de ces discussions suite à l'émergence donc de la Chine dans cette région. J'estime que les conclusions sont très importantes et vont influencer le nouvel équilibre stratégique. Comment est-ce que l'on intègre dans ce nouvel équilibre les puissances émergentes? Quels sont les rôles qui seront joués par le Japon, qui continue à exercer son influence dans la région, et d'autres pays asiatiques et l'Australie? Ce sont des questions qui, à mon sens, sont l'essence ou les éléments fondamentaux de la sécurité dans la région. Et selon les conclusions, ce facteur peut être très déstabilisant. Ensuite, il est important de parler également de l'intégration. En 55% actuellement de la région du volume des échanges des 10 pays de l'ASEAN, y compris donc le Japon, la République de Corée, se fait sur un plan interrégional aux États-Unis. Pardon, et en Union européenne, par exemple. Le chiffre est de 62%. Si nous estimons que nos institutions régionales ressemblent à celles ou sont calquées sur le modèle de celles de l'Union européenne, ce chiffre est frappant. On peut dire que les échanges interrégionaux en Asie ont donc dépassé la phase dans laquelle les institutions régionales ont été créées.